Depuis son lancement en 2008, l'univers cinématographique Marvel a présenté de nombreux personnages. Des super-héros, des super-vilains qui deviennent des super-héros qui deviennent des super-vilains. Ça commence à faire beaucoup là. Mais parmi tous ces personnages qui ont une fanbase ultra solide, il y en a quand même un qui sort du lot. Et ça tombe bien car la saison 2 de sa série va commencer sa diffusion. Je parle bien sûr de Loki. Je vous propose qu'on fasse un giga résumé de toutes les apparitions de Loki dans le MCU. Que ce soit dans les films ou en retraçant l'entièreté de la saison 1 de cette série. On va essayer de faire ça rapidement, donc il y a plein de détails je pense qui vont sauter, mais pour se souvenir du gros, je pense que ça peut toujours être utile. Comme ça on aura tous les bagages en main pour attaquer la saison 2 de Loki comme il se doit. On lance le chrono et let's go en fait. On le voit pour la première fois en 2011 lorsqu'il est enfant avec son frère Thor. Il y en a un qui est destiné au trône et l'autre atteint d'une jalousie envers son frère. Mais Odin est très clair et précisera quelque chose qui aura son importance. Les deux sont nés pour être rois, mais un seul pourra accéder au trône d'Asgard. Cette phrase, elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd car il cultivera un caractère conquérant. Il veut régner et du coup, quand il va voir son frère accéder au trône, il va un peu tirer la gueule. C'est pour ça qu'avant la cérémonie, Loki permit aux géants de glace de Jotunheim, des ennemis d'Asgard, d'y entrer afin de voler l'écrin des hivers d'antan. Spoil, il n'y arrive pas. Thor, manipulé par son frère et voulant se venger de cette attaque, se dit « Tiens, on va attaquer Jotunheim ». Et ainsi, il va à l'encontre de la volonté de son père qui voulait garder une certaine paix à travers les 9 mondes. Cette trahison lui a valu d'être jugé indigne du trône et d'être exilé sur Terre. Là, Loki, il est content, mais pas pour trop longtemps parce qu'il va découvrir sa véritable origine. Il n'est pas asgardien, mais il est le fils de Lofé, le roi des géants de glace de Jotunheim. Cette révélation va provoquer une violente dispute entre lui et son père adoptif, et ça va en être trop pour lui. Il va faire une sorte de malaise vagal divin qui va l'envoyer dans un sommeil profond. Pendant cette période, Loki accédera temporairement au trône d'Asgard. Il va donc goûter au pouvoir et il va aimer ça. Vous pouvez parler de ce qui vous amène avec moi. Votre roi. Loki informa même Thor, toujours sur Terre, qu'il est au pouvoir, le trompant en lui faisant croire qu'Odin était mort et que son exil préservait la paix à Asgard. Tout semble rouler comme il faut pour lui, mais un problème subsistait. Si Odin se réveille, alors son règne serait en danger. Loki conclut alors un pacte avec Lofé pour l'artefact, en échange de la mort d'Odin pendant son sommeil. Parce que si c'est Loki qui le tue de sa main, il pourrait se prendre une petite révolte asgardienne qui pourrait vite mettre un terme à son pouvoir. Mais sauf qu'une révolte asgardienne ne sera pas la cause qui va mettre un terme à son pouvoir, mais ça va être les super copains de Thor qui vont se dire « Tiens, ça pue un peu le fion Loki en roi, donc on va aller ramener Thor par nous-mêmes ». Loki va alors déclencher le Destructeur, une sorte de grosse armure contrôlable à distance, et il va lui dire de tuer tout le monde. Du coup, bagarre, Thor il va dire « Prends-moi et pas mes amis », et Loki il va dire ok, et en prenant cette décision, Thor regagna ses pouvoirs, devenant digne du marteau par son sacrifice. Il retourna sur Asgard où Loki honora son pacte en recevant Lofé pour tuer Odin qui en fout le dodo, mais sauf qu'en fait il s'agissait d'un stratagème de Loki pour trahir Lofé et le tuer, car il souhaitait être reconnu comme celui qui mettrait fin à la guerre entre Jotunheim et Asgard. Loki va tenter de détruire Jotunheim à l'aide du Bifrost, mais Thor de retour va pas du tout laisser ça se faire. Il va l'en empêcher en détruisant le pont arc-en-ciel qui envoie l'énergie du Bifrost. Se rendant compte de son échec, Loki se laisse tomber dans le vide où s'était ouvert un immense vortex suite à la destruction du pont. Et c'est tout pour la première apparition de Loki dans le MCU, et elle est déjà hyper marquante. Même si on n'a pas encore eu droit à l'évolution du personnage, cet aspect imprévisible dont on n'arrive jamais à prédire ni ses futures actions ni ses pensées, plaît et fait de Loki un personnage très intéressant. Et ça tombe bien car il va revenir dans Avengers. Après son passage dans le Vortex, Loki se retrouve au Sanctuaire où il fait la rencontre de Thanos et de son serviteur l'autre. Il conclut un pacte, Loki doit livrer le Tesseract, un artefact convoité par le Titan fou, et en échange, il pourra régner sur la Terre et ainsi satisfaire sa soif de pouvoir qui a grandi suite aux événements du premier Thor, où il a été convaincu qu'il était le roi légitime d'Asgard. Thanos lui remet un sceptre renfermant la pierre de l'esprit, l'une des 6 pierres de l'infini qui va lui permettre de manipuler mentalement n'importe qui. Dans les événements de ce film, le pouvoir de Loki est plus grand que jamais, poussant le concept même
système de manipulation à son maximum, notamment grâce à son sceptre, mais également avec son propre esprit rusé et fourbe. Car après avoir été tenu en échec par les Avengers en Allemagne, il va ici se servir de ça pour mieux les affaiblir de l'intérieur. Il parvient après moult ruses et méfaits à s'échapper de sa cellule et se rendra à la Stark Tower afin d'y accueillir les Chitauri, une armée extraterrestre qui va venir tout casser. Ces événements seront sobrement intitulés la bataille de New York. C'est plutôt efficace. Mais malheureusement pour lui, Loki est en réalité loin de la puissance qu'il s'imagine avoir. Il sera battu par les Avengers et ramené sur Asgard avec le Tesseract par Thor pour être jugé. Dans ce film, c'est un Loki meurtri qu'on voit, où la colère des événements du premier film a encore plus nourri sa rage et le chaos qui est désormais profondément enraciné et qui vont le pousser à faire un pacte avec Thanos, un pacte qu'il échouera et qu'il devra payer tôt ou tard, car maintenant il est lié avec le Titan Fou. Et avec ce qu'il va finir par se produire à la fin de la saga de l'infini, on sait que ça sera pas sans conséquences. Mais on n'en est pas encore là, car après The Avengers, on continue les aventures de Loki dans Thor The Dark World. Loki est jugé par Odin pour ses crimes commis dans Avengers. Sa sentence le condamne à passer le reste de sa vie dans les cachots d'Asgard, comprenant que cette phrase que lui avait dit Odin, qu'il était né pour être roi, était en réalité un mensonge. Et c'est ici que ça va être intéressant, car le développement de Loki va prendre un nouveau tournant. Celui-ci a un seul personnage qu'il semble plus ou moins réellement aimer, sa mère. Je dis le seul entre guillemets parce qu'on sait que les émotions de Loki sont très complexes et qu'il porte aussi une part d'amour malgré tout pour son père et aussi pour son frère, même si ça sera plus exploité dans le futur. Mais avec sa mère, c'est différent, il s'agit du seul personnage qu'il n'a pas trahi directement et avec qui il a l'air d'entretenir une relation bienveillante. On le voit au début de Thor 2, notamment lorsqu'il fait allusion au fait que sa mère est la seule qui semble se soucier de son confort pendant qu'il est en prison. Et elle lui fera remarquer qu'effectivement, Loki en fait, il n'aime que lui-même. Enfin en tout cas, c'est ce qu'il renvoie aux autres. C'est un commentaire qui le touchera profondément, d'autant plus qu'il s'agira de la dernière interaction entre les deux avant la mort de Frigga, causée par Malekith, un vilain que tout le monde a déjà oublié, bien sûr, faites pas genre. La mort de sa mère le plonge dans une profonde tristesse, une tristesse que Thor verra lorsqu'il viendra demander de l'aide pour battre Malekith. Bien que tous craignent sa trahison, Loki accepte de les aider et cela marque une sorte de tournant dans leur relation fraternelle où une alliance et une complicité naissent malgré évidemment leur adversité. Au point où sa malice ne viendra pas tromper son frère dans sa quête, mais nous, le spectateur, lorsqu'on verra le moment où il met en scène une trahison devant Malekith, pour en réalité mieux piéger l'ennemi. Maintenant ! Bon, en fait je mens, il viendra effectivement tromper son frère, mais pas pour le trahir dans sa quête, juste en simulant sa mort lors du combat, une mort en héros, mais surtout une mort qui va bien l'arranger, puisqu'en réalité, avec sa capacité illusoire, il va se changer en Odin et régner sur Asgard sous cette apparence, car au final, Thor ne souhaite plus régner sur Asgard, mais continuer d'en être seulement le protecteur. Une fois de plus, Loki retombe sur ses pattes et on arrive à Thor Ragnarok. Pendant les années où Thor est sur Terre, Loki règne en se faisant passer pour Odin, ayant ensorcelé et envoyé le vrai Odin sur Terre. Il transforme Asgard en un lieu d'adoration à sa gloire, il y a une statue, des pièces de théâtre en son honneur, il était devenu une sorte de martyr prétendument mort pour son royaume. C'est cet ego colossal qui va le trahir et Thor va vite découvrir la supercherie à son retour. Loki va alors du coup lui révéler l'emplacement du vrai Odin et sauf que qu'est-ce qui se passe là? Le vrai Odin il est en train de prophétiser l'arrivée du Ragnarok incarné par Hela qui est la déesse de la mort et sa première fille avant de partir en poussière. Bon rip du coup j'imagine. Sa mort va laisser Hela prendre le pouvoir sur Asgard et ce qu'il faut retenir de Loki dans Thor Ragnarok c'est son instabilité. Le fait qu'on ne peut jamais le croire au point où il est devenu prévisible aux yeux de son frère. Il sait que même s'ils font équipe, il ne doit pas non plus lui faire aveuglement confiance car il agira toujours dans son intérêt malgré son évolution depuis le premier opus. Très cher frère, tu deviens tellement prévisible. Je te fais confiance, tu me trahis, c'est à chaque fois pareil, nous tournons en rond. Écoute Loki, la vie a besoin d'évolution, de changement, tu sais, mais toi, tu sembles toujours vouloir rester le même. Enfin en tout cas, ça, c'est quelque chose de souligné dans les premières parties du film, car au moment de la bataille de fin, il apparaîtra pour sauver les Asgardiens et semble même complice avec son frère, notamment à la fin du film. Tu n'es peut-être pas aussi méchant que ça, mon frère. Peut-être pas.
Si t'étais là, je te prendrais bien dans mes bras. Tu me pensais pas que j'allais venir te voir en personne? Alors évidemment, on imagine qu'il y a toujours une part d'ego qui le pousse à venir sauver les Asgardiens du Ragnarok, mais il y a aussi autre chose, une sincérité et surtout un respect pour son frère qu'il arrive désormais à montrer en faisant autre chose que des sales coups pour le surpasser. Donc les Asgardiens qui ont survécu vont entrer dans un vaisseau sakarien, Thor est élu roi, et tout ça marque le climax de l'évolution de Loki, mais malheureusement, ça annonce aussi le début de sa fin. Infinity War arrive, le vaisseau sakarien est pris d'assaut par Thanos et l'Ordre Noir. Loki, malgré son évolution, doit accepter que personne n'échappe au destin. Thanos demande le Tesseract, que les Asgardiens ont récupéré avant la destruction d'Asgard, mais malgré un double jeu, Loki sera contraint de donner le Tesseract à Thanos afin de sauver son frère Thor. Cependant, Hulk intervient avant que Thanos ne puisse récupérer l'artefact, sauf qu'il est rapidement battu par le Titan. Thor est ensuite immobilisé par Ebony Maw, la situation devient critique et Loki n'est plus qu'un spectateur impuissant face à cette tragédie. Du coup, il va tenter un ultime bluff qui va échouer. Il ne parviendra pas à s'en sortir cette fois et trouvera la mort. C'est une conclusion poignante pour le personnage, cohérente avec son développement, et c'est surtout pour moi une conclusion parfaite à ce personnage. Elle est pertinente et ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. C'est construit, c'est beau, et surtout, ça aura une utilité pour la série Loki sur laquelle on va vite revenir. Si vous êtes là, vous savez que si ce Loki est mort, un autre va revenir. Dans Avengers Endgame, les héros voyagent dans le temps pour réparer les conséquences du snap. Ils se retrouvent en 2012 lors de la bataille de New York pour récupérer la pierre de l'esprit et le Tesseract. Mais lorsque Tony Stark fait tomber le Tesseract suite à une collision avec Hulk, c'est le Loki de 2012 qui le récupère et qui s'échappe en se téléportant, créant ainsi une nouvelle ligne temporelle. Il est important de noter que ce Loki est différent de celui qui a évolué à travers les films précédents. Il s'agit d'un Loki d'une autre chronologie, bien avant les événements de Thor 2, Thor Ragnarok et Avengers Infinity War. C'est-à-dire que sa soif de pouvoir est à son apogée. Et c'est comme ça que la série Loki va commencer. Loki se retrouve dans un désert après sa téléportation où il est intercepté par les agents de la Time Variance Authority, la TVA, une agence qui veille sur le flux temporel et traque les variants, qui sont des doubles alternatifs. C'est alors que les omniscients gardiens du temps émergèrent et rétablirent la paix en réorganisant le multivers selon un unique flux temporel, l'éternel flux temporel. Mais parfois, des gens comme vous s'écartent du chemin créé par les gardiens du temps. Nous appelons ces gens des variants. Il juge Loki en tant que criminel temporel car quand il s'est échappé, c'était pas quelque chose qui était censé arriver dans la timeline dans laquelle il était. Du coup, il est considéré comme un variant. Mais il sera sauvé de son jugement par Mobius, un agent de la TVA qui enquête sur un autre variant de Loki. Il a besoin d'un Loki pour traquer un autre Loki en gros. Et pour ça, il va falloir faire réaliser à Loki que le chemin qu'il emprunte n'est pas le bon. Attention, Mobius va lui montrer à travers cette sorte d'écran du futur à quoi ressemblera sa vie. Il va lui faire visionner des événements marquants. Il va notamment lui montrer la mort de sa mère, un événement qui, on s'en souvient, avait marqué le début d'une évolution. Vous n'êtes pas né pour être roi, Loki. Vous êtes né pour causer la peur, la souffrance et la mort. C'est vrai aujourd'hui, ça l'était autrefois, et ça le sera demain. Afin que tous les autres puissent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et alors qu'il sera seul, il va visionner l'entièreté de sa vie comme elle s'était passée dans la timeline principale, de Thor Ragnarok jusqu'à sa mort dans Infinity War. Et c'est ce qui va impacter ce Loki. L'évolution qu'il a vécue dans la timeline principale va être ce qui va marquer celle de celui qu'on a sous nos yeux, et donc le changer d'une certaine façon. Il réalise ce qu'il est, la nature de ce qu'il est. Je n'éprouve aucune joie à semer la peur, et aucune joie à tuer. Je ne le fais que parce que j'en ai l'obligation, parce que c'est ma nature. Alors vous savez qui vous êtes. Un méchant. Ce n'est pas ce que j'ai sous les yeux. Il accepte du coup de faire équipe avec Mobius pour l'aider à repérer l'autre variant de Loki. On apprendra que ce variant se cache dans différentes apocalypses de différentes temporalités, et c'est ici qu'on va faire la rencontre du coup de ce variant, enfin plutôt cette variante, qui s'appelle Sylvie et qui échappe depuis toute petite à la TVA. Lors de sa première rencontre avec elle, Loki va trahir la TVA pour la rejoindre et fuir avec elle. Au fil des discussions, Sylvie révèle que les agents de la TVA ne sont pas ce qu'ils disent être. Ce ne sont pas des êtres créés par les gardiens du temps, mais des variants qui ignorent l'être. Des humains dont on a changé le réel parcours de vie pour s'en servir un peu comme des pions au profit de la TVA. On comprend donc que quelque chose cloche. Bon, c'est super, Loki et Sylvie, voilà, ils discutent, ils se rapprochent, mais à un moment, ils vont être bloqués dans une apocalypse, car le TemPad, l'objet qu'elle utilise pour voyager, est cassé. Ils n'ont pas d'autre choix que d'observer l'univers se détruire.
Tu crois que ce qui fait d'un Loki un Loki, c'est le fait que nous soyons condamnés à perdre? Non, nous pouvons perdre, mais nous ne mourrons pas. Et là, attention au MEG, les sentiments qu'ils se mettent à ressentir alertent la TVA, car ça crée le début d'une nouvelle ligne temporelle, car tout simplement, cette romance, ces ressentis qu'ils ont l'un envers l'autre, ont tout sauf lieu d'être, et ce, dans n'importe quelle temporalité. La TVA les capture, mais Loki tente de convaincre Mobius que l'organisation est basée sur un mensonge. Mobius commence alors à douter et découvre des preuves qui étayent les dires de Loki. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, Ravonna, une juge de la TVA et haut placée, brouille Mobius et donc l'efface de l'existence. Sylvie réussit à convaincre une autre garde de la TVA, B15, de la vérité sur leur nature de variant. Ravonna, elle est en mode ça suffit, je vais ramener Loki et Sylvie devant les gardiens du temps, sauf qu'elle ne sait pas que B15 va venir et les libérer de leurs menottes. Et du coup, un combat éclate. Et dans ce combat, on apprend que les gardiens du temps sont en réalité des robots et que donc, ils n'existent pas en fait. Mais avant qu'on puisse savoir ce qu'il se passe, Ravonna se relève et brouille Loki avec son bâton temporel, l'effaçant à tout jamais de la réalité. Enfin ça, c'est ce qu'on croit pour l'instant, car dès l'épisode suivant, on voit qu'en fait, tout ce qui est brouillé est envoyé dans une autre dimension, le néant, un endroit situé à la fin des temps où tout cesse d'évoluer. Et c'est là qu'on voit le meilleur personnage de tout le MCU, Loki Alligator. Par la suite, Sylvie va se brouiller elle-même et ainsi atterrir au néant. Elle va retrouver Mobius et les deux vont retrouver Loki. Ils sont enfin réunis. Et là, du coup, on est au stade suivant, on se pose tout plein de questions. Qui est la personne ou les personnes derrière la TVA? Quel est vraiment l'objectif de la TVA? Et après moult péripéties, on va avoir ces réponses, car Loki et Sylvie vont réussir à aller vers la citadelle à la fin des temps, où ils rencontrent celui qui demeure, la réelle personne derrière la TVA. Il explique qu'il existe de nombreux variants de lui-même et qu'une guerre multiverselle a éclaté parmi eux, mais qu'il a pu réparer ça grâce à l'expérimentation qu'il a fait sur une bête capable de consumer l'espace et le temps. Et grâce à ça, il a pu enfermer toutes les timelines dans un seul flux temporel. Et depuis, il gère désormais le cours du temps afin qu'une guerre multiverselle, comme il y a pu y en avoir, n'y arrive plus. Et c'est pour ça qu'il a créé le TVA, tout simplement pour veiller sur le grain. C'est tout le dilemme. L'ordre étouffant ou le chaos cataclysmique? Vous détestez le dictateur, mais une chose, ou bien pire, va remplir ce néant si vous le déposez. Sylvie n'y croira pas et malgré le fait que Loki demande de ne pas tuer celui qui demeure, elle le fera quand même. Mais avant, bisous. La série se termine sur Loki de retour à la TVA, mais Mobius ne se souvient pas de ce qui s'est passé et on découvre alors une statue géante de Kang le Conquérant en plein milieu. C'est ici qu'on a laissé Loki pour la dernière fois. Voilà, j'espère que ce petit résumé de l'histoire de Loki dans le MCU vous a permis de vous rafraîchir la mémoire et que désormais vous avez tous les bagages nécessaires pour comprendre cette saison 2 de Loki. Je tiens à dire que ce que j'ai dit là, c'est après un revisionnage des films et du coup de la série, que j'ai essayé de faire le plus court possible, donc forcément il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses, beaucoup d'intentions qui n'ont pas pu être citées et malheureusement du coup je n'ai pas pu retranscrire à 100% toute la nuance qu'il y a dans le caractère de Loki et dans son évolution, mais je trouve que c'est déjà long comme ça pour une vidéo qui à la base se voulait courte et du coup c'est à cause de ça que je l'ai un peu sorti en retard. MDR. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire votre avis, si j'ai fait une erreur ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Et si mon travail vous plaît, je vous en supplie, abonnez-vous, ça serait trop bien. Vous imaginez, regardez ça, c'est le nombre de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés, c'est un scandale. Non mais en vrai du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les semaines, il y aura une review de l'épisode hebdomadaire de Loki, de la saison 2 de Loki. Donc pour ne pas rater ça, je vous invite bien sûr à vous abonner et à mettre la cloche pour être averti dès que ça sort quoi. Et sur ce, moi j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Des bisous et ciao ciao.